Tout ça, c'est parce qu'on est aussi dans une logique de consommation, non? Et vous êtes très virulent contre la consommation de ces années 90. Vous êtes un peu dans la lignée de Ivan Illich, que vous aviez rencontré aux États-Unis. Et vous étiez en accord avec lui? La critique du modèle de consommation, ça a commencé dans les années 60. En partie, à partir de mon expérience italienne, on s'est promené dans une ville des Pouilles, je me souviens, avec Trentin, qui nous a fait visiter les quartiers populaires. Il a dit, tu vois, regarde, ils ont la bagnole, la télévision, la machine à laver, et vivent dans les toulis. Ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas les WC, les rues sont dégueulasses, ils pendent leur linge aux fenêtres, ils n'ont pas de place chez eux, ils sont obligés de sortir dehors pour avoir un peu d'espace à bouger. Et c'est ça, notre civilisation. C'est qu'on a des biens de consommation opulents, mais tout le milieu de vie, le public, collectif, est dans la misère. Oui, consommer plus, dans une certaine mesure, appauvrit. Consommer plus et vivre mal. Ou vivre mal et gagner bien. C'est un peu notre civilisation. Et vous retrouvez ça dans les très intéressantes enquêtes qu'ont fait faire les étudiants de la Harvard Business School, qui ont demandé, c'était dans les années 70, aux 100 présidents des plus grandes sociétés américaines, ils leur ont demandé 3 questions. Premièrement, seriez-vous capable de lancer un nouveau produit sans campagne publicitaire? 90% de non. Deuxièmement, pensez-vous que les produits que les gens achètent à la suite de vos campagnes publicitaires leur sont utiles? 85% de non. Troisième question, pensez-vous que, à la suite des campagnes publicitaires, les gens achètent des produits qu'ils ne désirent pas vraiment? 65% de oui. C'est-à-dire que notre civilisation, notre système économique, fonctionne de façon à satisfaire des besoins réels ou imaginaires avec le plus grand flux possible de marchandises et de services. Un degré de satisfaction supérieur pourrait être obtenu avec une consommation moindre, un travail moindre, une dépense moindre en énergie, en matières premières, etc., et en pollution de l'environnement. C'est dans Écologie et politique, vous écriviez, c'était quand, dans les années 60? Le taux de croissance. Oui. Recréant sans cesse la rareté pour recréer l'inégalité, la hiérarchie, la société engendre plus de besoins insatisfaits qu'elle n'en comble. Exact. Et le taux de croissance de la frustration excède largement celui de la production. Oui. Peu de gens se rendent compte de ça. Écoutez, je crois que beaucoup de gens se rendent compte de ça, s'en rendaient compte plus qu'aujourd'hui dans les années 70, au début 80, et que tout ça aujourd'hui est masqué, occulté, comme on dit, par la pression qui les pousse à vouloir un emploi à tout prix. Donc on ne se pose plus de question de la finalité de l'emploi, ou du moins le discours dominant ne pose plus la question de la finalité de l'emploi, pourvu que ça crée de l'emploi. Alors ce qui m'a lié à Illich, c'était donc, si vous voulez, j'ai eu deux très fortes amitiés pour des intellectuels organiques dans ma vie, étrangers, parce que je ne parle pas du français. L'une c'était donc Trentin en Italie, et l'autre c'était Ivan Illich qui est une figure absolument fascinante et attachante. Aux États-Unis. Il vit au Mexique. Je ne sais pas, il a la nationalité américaine, je crois, mais en tout cas il vit au Mexique.
C'est un ancien prêtre, théologien de première grandeur, historien du Moyen-Âge, qui a donc fondé au Mexique un centre de recherche qui a fonctionné pendant 10 ans et qui, au départ, était fait essentiellement pour former les jésuites qui étaient envoyés en Amérique latine pour travailler dans la population pauvre, essentiellement la population rurale pauvre. Alors il avait, pour former ces jésuites, assemblé une bibliothèque extraordinaire, c'est-à-dire que c'est lui et sa compagne, Valentine, une bibliothèque dont il a fait don ensuite à l'Université de Mexico, sur les légendes et les cultures orales indiennes. C'est une figure très originale, Ivan Illich. Oui. On peut dire qu'il n'est pas dans notre siècle. C'est pour ça que peut-être que mon attraction a été très forte. Son attraction pour moi a été très forte et vice-versa. C'est quelqu'un qui n'a pas d'identité, qui est né dans la même région du monde que moi, qui a également la moitié de sa famille est juive, et qui n'a pas de nationalité ni d'identité. Et qui donc, il a, lui, assumé sa condition d'homme de nulle part et de partout, en allant vivre dans un monde qui n'est pas le nôtre, et en essayant de servir des civilisations qui ont précédé la nôtre. D'ailleurs, il a été interdit de sacerdoce par l'Église, il a eu des gros ennuis avec le Vatican, et maintenant il travaille comme universitaire. Mais la chose intéressante qu'il a montrée, dans un livre qui s'appelle Le travail fantôme, c'est que notre façon de professionnaliser des services que les gens, pendant des millénaires, se rendaient eux-mêmes, ça consiste à les rendre incapables de se prendre en charge eux-mêmes. Et plus nous allons, plus le développement de la société de service accentue cette dépossession des gens de leur capacité à se prendre en charge. Le mythe étant qu'un professionnel fera toujours la chose mieux que vous. Alors Illich a appelé ça les professions incapacitantes. Disabling professions. Il n'a pas traduit comme ça en français, plutôt sa traductrice, mais la traduction française serait professions incapacitantes ou professions mutilantes. L'exemple le plus fort qu'il a donné, à part celui de l'éducation, c'était celui de la médecine. C'est-à-dire que la santé, telle qu'il l'a définie, anthropologiquement, c'est la capacité de toute personne à faire face à la maladie, à la puberté, à la maternité, au mal-être, et à se demander pourquoi, comment est-ce que je peux faire face? Quelle est la raison de mon malaise, de mon mal-être? Et par une hygiène de vie, le changement du mode de vie ou du mode de travail, de corriger la raison du mal-être. Eh bien, la civilisation industrielle a mis fin à ça. Aujourd'hui, quand vous êtes malade, quand vous avez la moindre chose, de même que lorsque vous êtes à l'âge de la puberté, ou pour les femmes lorsque vous attendez un enfant, votre problème est médicalisé. Il est pris en charge par des professionnels de la chose qui vous dispensent d'y faire face par vous-même. Et la même chose vaut pour la mort, c'est-à-dire pour l'agonie. L'agonie, jusque-là, était prise en charge par les familiers, qu'ils fussent parents ou amis, qui s'assemblaient au chevet de l'agonisant et qui l'aidaient à mourir. Vous n'avez plus ça. Aujourd'hui, les agonisants sont envoyés, enfin, les gens dont la vie est sur la fin sont envoyés à l'hôpital, où maintenant il y a les spécialistes de l'aide à l'agonie. Il y a des gens qui ne sont pas des prêtres, qui sont des professionnels de la chose,
qui vont au chevet de l'agonisant et qui l'aident à agoniser et à mourir. Et ceux qui ne peuvent pas se payer, car c'est extrêmement cher le tarif, 1 heure d'aide agonisant, eh bien, ils ont des cassettes. Donc, professions incapacitantes, dispense professionnelle pour les personnes de se prendre en charge. Et c'est une des choses qu'avec Illich, je reproche maintenant au développement de la prétendue société de services, et surtout la société des services aux personnes, c'est qu'ils finiront par vous dispenser, même de vous brosser les dents, de vous laver les cheveux, et de faire votre hygiène corporelle quotidienne en ouvrant des instituts pour ça. Car enfin, les gymnases de musculation, les instituts d'esthéticiennes, etc., c'est le début. Vous sortirez finalement le matin de chez vous, au lieu de prendre votre douche, vous irez en bas dans une espèce de gymnase où on vous douchera, vous savonnera, vous parfumera, vous lavera les cheveux, et vous serez dispensé même de ce que j'appelle le travail pour soi, c'est-à-dire du travail qui consiste à vous approprier votre propre corps. Vous ne pouvez pas vous approprier même l'appartement où vous vivez si vous n'y faites pas le ménage vous-même. Si vous chargez quelqu'un d'autre, un service professionnel d'y faire le ménage, il faut que l'appartement soit conçu d'une certaine façon. Et si vous voulez en charger des robots, comme il y en a question, il faut que l'appartement soit très fonctionnel par rapport aux capacités du robot. Vous ne serez plus jamais chez vous. Vous serez dans un lieu standard, comme à l'hôtel ou à la caserne ou au dortoir du lycée.